je voulais parler en tout cas, de la pluridisciplinarité, qui est pour moi, en fait, c'est une force pour moi incroyable que j'ai découvert grâce à ma recherche, et je dois le dire grâce à l'actuariat. Je pense que c'est aussi ça qui m'a poussée là-dedans. Toutes mes collaborations pluridisciplinaires ne sont pas liées nécessairement à l'actuariat, mais je pense que l'actuariat m'a donné l'appétence pour ça, ou en tout cas a continué à développer mon appétence pour ça, et m'a aussi montré que ça avait son importance. Donc ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est très important. Et en fait, je tenais à en parler parce que je pense que c'est parfois pas assez valorisé. Alors, c'est de moins en moins vrai, je pense que ça évolue et c'est très bien. Mais notamment quand j'étais en thèse, on disait quand même que les papiers appliqués, et donc qui ont vraiment soit des papiers... Parce que les gens confondent un peu les papiers appliqués et les papiers dans lesquels on a développé un modèle mathématique avec de la théorie, et au bout, on utilise des données réelles pour montrer comment ça marche. C'est pas ça que moi j'appelle un article appliqué. Un article appliqué, c'est quelqu'un d'une autre discipline qui vient avec un problème et qu'on tente de résoudre avec des modèles mathématiques. Et souvent, c'est pas valorisé parce que dans la communauté mathématique, parce que les gens considèrent que en fait on a juste pris un modèle et qu'on l'a appliqué sur des données. Je pense que toute personne qui sont vraiment confrontées à des données réelles et à cette pluridisciplinarité là va tout de suite démentir le fait que c'est facile, pour plusieurs raisons. D'une, en fait chaque domaine a ses spécificités. Et j'ai même envie de dire, c'est plus que ça. Chaque problème a ses spécificités. C'est-à-dire que même en géologie, par exemple, c'est pas tous les problèmes de géologie vont pas se résoudre avec la même, ils ont pas tous les mêmes spécificités et ils ont tous leurs difficultés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut comprendre le domaine, pour pouvoir arriver à se dire, OK, avec quel modèle mathématique je vais résoudre ce problème-là. Et donc, parfois, le problème, les personnes vont venir et une régression linéaire toute simple va permettre de résoudre la question. Et à la limite, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais du coup, c'est de l'ingénierie. Bah, ça dépend, en fait. C'est ça, la limite. Et en plus, c'est de l'ingénierie. Heureusement qu'on a des ingénieurs de recherche, déjà. Mais les ingénieurs de recherche, ils font de la recherche et ils discutent avec des enseignants-chercheurs aussi. Donc, parfois, dans un projet pluridisciplinaire, il y a plusieurs personnes. Et donc, il faut tous ces interlocuteurs-là. Et c'est vraiment... c'est ça qui est riche. Et donc, par exemple, si je prends au moment du Covid, il y a eu un appel à projet côté maths sur... justement, sur des sujets avec le Covid. Et en fait... Avec Olivier, on a vraiment une réflexion de se dire, nous, en fait, on n'est pas épidémiologistes, et donc on ne sait pas les difficultés qu'ils ont dans les modélisations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est aller poser des questions aux épidémiologistes que je connaissais, en disant, est-ce que vous avez besoin de nous ? Parce qu'en fait, s'ils nous disent, en fait, nous, on arrive à faire tourner nos modèles, OK. On va pas s'amuser à inventer un problème qu'ils n'auraient pas. Donc, du coup... ça, et pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui doit être fait tout le temps. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il faut un minimum de connaissances. Alors, j'allais dire, je vais parler vraiment cash actuaria, mais du risque que je suis en train de considérer dans mon cas. Mais en fait, c'est du domaine ou de la discipline qu'on est en train de regarder et du problème qui est posé à ce moment-là. Et moi, par exemple, j'ai déjà assisté à une réunion où des médecins sont venus en nous disant on a plein de données, on s'est dit que ça devrait vous intéresser. Ma réponse a été oui, d'accord, mais c'est quoi votre question ? Quel est le problème ? On sait pas. D'accord, mais moi dans ces cas-là, j'ai rien à faire. En fait, il faut que ça vienne avec une difficulté. Il faut qu'il vienne avec une question. Sinon, je vois pas trop pourquoi je vais regarder quelque chose. Donc ça pour moi c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a les difficultés, c'est que les données elles sont comme elles sont. Et donc, il faut toujours un peu adapter le modèle aux données. Ça marche pas si bien que ça. Donc, il faut adapter, peut-être simplifier le modèle. Parce qu'en fait, il y a tellement une multitude de modèles qui existent. Comment je sais que j'ai choisi le meilleur ? En fait, la réponse est simple. On ne sait pas. Et on fait du mieux qu'on peut. Et ça veut pas dire que quelqu'un à côté aurait pas pu prendre un autre modèle qui aurait aussi donné quelque chose de très bien. Ceci dit, c'est aussi ça qui est compliqué dans le dialogue avec les autres. C'est que en fait, je pense qu'en plus, les personnes qui font pas forcément des maths, donc c'est pareil, il y a des niveaux de gens qui font des maths ou pas dans les autres disciplines. Il y en a qui ont jamais touché des maths, par exemple. Mais en fait, ils ont un peu cette idée que dans les maths, c'est noir ou blanc et 0 ou 1, c'est vrai ou faux. Et sauf quand on arrive sur les données réelles, rien n'est plus comme ça. En particulier en statistique, ça perturbe beaucoup les étudiants d'ailleurs.
Et je peux plus dire oui, c'est vrai, non. Enfin, voilà, je peux juste dire ça, on n'a pas le droit de l'appliquer comme ça marche pas. Je peux dire non, l'interprétation comme ça, elle est fausse. Par contre, du coup, parfois, je peux pas tout à fait répondre à leurs questions. Parfois, voilà, ils me disent alors du coup, je peux utiliser ça comme ça. Non, je mettrai pas ma main à couper sur le truc. Et je dis souvent aux étudiants, je suis contente que c'est pas moi le décideur. Oui. Parce que c'est quand même très difficile. Ouais, et comment je sais? Je change un peu les données, je change tout, ou pas d'ailleurs, mais on le sait pas, c'est ça qui est compliqué. Donc après, voilà, et donc aussi, un des buts des maths et quand on fait de la modélisation, c'est d'essayer d'aller chercher, d'être certain le plus possible. Mais souvent, moi, je considère qu'on va plutôt leur donner des clés et qu'en effet, il faut tester plusieurs choses et qu'à force, on va peut-être faire grandir leur connaissance à eux, qui eux, avec leur expertise, vont pouvoir prendre une décision. Mais on va pas leur dire avec un modèle oui ou non. Ça marchera. Enfin, moi, en tout cas, en statistique là, comme ça, on peut les aider, mais en tout cas, la réponse à une question purement d'une autre discipline, enfin, voilà, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague de Covid? Je peux pas répondre. Mais même avec des maths, on n'y arrivera pas. On peut donner des probabilités et même, voilà, cette probabilité, il faut arriver à avoir une notion de à quel point j'ai confiance dans cette estimation-là. Absolument. Et comme je dis aux étudiants, vous avez besoin de la théorie pour ça. Donc, on a besoin de cette théorie. Donc ça, moi, c'est voilà, c'est pour ça que je pense qu'en fait, il faut quand même. Et après, ce qui est dur, c'est expliquer les modèles qu'on a faits et trouver l'interprétation pour les autres chercheurs dans les autres disciplines. Et il faut ensuite arriver à écrire des articles. Et les codes ne sont pas les mêmes d'une discipline à une autre. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, en épidémiologie, on a eu beaucoup de mal à faire passer l'article avec la théorie des valeurs extrêmes, même si en théorie des valeurs extrêmes, on n'a rien inventé de nouveau. Mais par contre, d'essayer de faire comprendre à des chercheurs en épidémiologie qui ont des réflexes que non, là, oui, on a fait des hypothèses comme ça, mais que ces hypothèses-là, elles sont pas très graves, parfois, ils campent un peu sur leur position. Et donc, il faut faire part faut faire preuve de pédagogie, mais à l'écrit. Et c'est hyper difficile. Bon, à l'oral aussi, mais c'est souvent moins dur que à l'écrit. Ce qui m'interpelle, du coup, c'est, là, j'ai l'impression de comprendre dans ce texte que le public que vous visiez quand vous publiez, c'était des journaux d'épidémiologistes. Parce que vous auriez pu aussi faire le choix de publier dans des journaux de maths, non? Ouais, mais en journaux de maths, on nous aurait dit que la méthode, elle était pas assez novatrice. D'accord. Donc c'est là donc c'est toujours l'équilibre qui est difficile à trouver quand on fait des choses en Donc après, il y a des journaux qui ont qui permettent un petit peu ça. Ça existe, des journaux qui sont entre... Il y a des journaux de maths, par exemple, qui mettent l'accent plutôt sur appliquer une méthode sur des nouvelles données, sur un nouveau problème. Donc ça existe. Voilà. Okay. Mais il y en a pas beaucoup, c'est pas si simple que ça. Donc et puis parfois voilà, là par exemple, on a vraiment cherché à répondre à un problème et en effet, la méthode en soi n'est pas spécifiquement nouvelle, mais par contre, c'est vraiment novateur pour la discipline et le fait de s'attaquer à ce problème-là est novateur. Donc ça reste novateur, mais voilà. Et donc en effet, parfois en maths, c'est assez difficile. Et pour le coup, dans la discipline dans laquelle on travaille, c'est un peu trop perturbant et du coup on n'y arrive pas non plus. Donc c'est pas toujours facile. Il y a des codes différents. Par exemple, en épidémiologie et en médecine, dès que quelqu'un a touché de près ou de loin à l'article, on l'ajoute dans les co-auteurs. Du coup, ça fait des articles là. Beaucoup de personnes, ça peut être 8, 10, 12 personnes. Et en maths, en général, les papiers, ils sont écrits à 1, 2, 3 ou 4. Ça peut arriver un petit peu plus, mais souvent, c'est un peu dans ces trucs-là. Et j'ai déjà entendu dire, mais il a écrit un papier avec 10 personnes. Oui, mais c'est une autre discipline. Oui, et c'est pareil, nous, on écrit souvent, mais par ordre alphabétique. Alors, pas toujours, mais la plupart du temps. Alors que, par exemple, en médecine, le premier, c'est la personne qui a vraiment travaillé. C'est les petites mains du papier qui a tout fait. Et le dernier, c'est la personne qui a encadré. Donc, par exemple, pour un doctorant, c'est très important d'être premier. Pour la personne qui a encadré, qui veut passer son HDR, qui veut passer prof, c'est très important d'être premier. Et les gens qui sont au milieu, plus on est au milieu, en général, c'est qu'on n'a pas forcément travaillé. Alors après, on peut pas mettre tout le monde l'un en dessous de l'autre. Hein, donc, c'est pas. Mais c'est que voilà, plus on va vers le milieu, en général, plus. Mais par exemple, quelqu'un qui a donné les données. Mais qui a expliqué d'où venaient les données, comme on travaille, il est intégré au papier. En maths, en général, on le cite quelque part, on remercie, mais il est pas co-auteur. Donc ça aussi, c'est difficile. Et puis c'est pareil, souvent,
Dans les papiers épidémiologiques, par exemple, on va pas noyer le papier avec exposer la méthode. Donc, c'est mis dans dans une annexe. Et donc, on dit, le papier, il fait 6 pages. Oui, mais en fait, non. Si on prend la partie maths, il y a 20 pages d'annexe à côté. Ah oui, effectivement. Donc, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'éducation à faire dans la communauté, parfois mathématique, pour être sûr que c'est pas dévalorisé pour quelqu'un. Oui. Donc, ça, voilà. C'est pour ça que, en tout cas, ça me tenait un peu à cœur de parler de ça. Après, donc je disais que c'était une force. Voilà, quand je disais il faut connaître le risque, et donc par exemple si je prends l'Institut des actuaires avec ce groupe de travail anticipé en univers incertain, donc en fait on s'intéresse à tous ces nouveaux risques. Donc par exemple si je parle, voilà, on s'est intéressé par exemple à l'impact du changement climatique sur la mortalité. Et en fait, dans le groupe de travail, il y a des personnes donc, qui ont trouvé des mémoires d'actuariat ou des travaux actuariels où ils ont pris des modèles de mortalité très classiques en actuariat auxquels ils ont ajouté une variable climatique. Et moi, en fait, je regarde ce truc-là et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je leur ai dit, vous savez, il y a des épidémiologistes, ils font ça, enfin, c'est leur métier. Tous les épidémiologistes ne travaillent pas sur ça, mais il y a certains épidémiologistes qui travaillent sur l'impact du changement climatique sur la mortalité. Et ils ont probablement fait plein de choses super bien. Ils n'ont probablement pas répondu à tout, mais en fait, il faut peut-être qu'on aille regarder de ce côté-là. Oui, bien sûr. Et en fait, on s'est dit, ouais, ça serait peut-être bien. Bon, et du coup, voilà, c'est important d'aller demander, soit aux gens déjà ce qu'ils ont déjà fait, mais en tout cas, la mortalité, c'est leur spécialité. Et donc, ils connaissent ce truc-là. Et c'est à eux qu'il faut aller demander comment ils ont fait. Et probablement, encore une fois, que eux peuvent nous dire, tiens, c'est bien que vous venez nous voir parce que nous, on a une difficulté à cet endroit-là. Je prends un autre exemple. Donc, quand je suis arrivée au LSTA, il y a le laboratoire de géologie qui a contacté le LSTA parce qu'ils avaient besoin d'un statisticien. Donc, on a rebasculé sur moi. Je suis allée voir. Et en fait, le but était de monter un projet pluridisciplinaire. Dans ce projet-là, donc j'étais la statisticienne. Il y avait un numéricien, donc Jacques Sainte-Marie, que tu connais. Ah, d'accord. Il y avait 3 géologues sous-marins, parce que donc c'est pareil, j'ai appris que mais en fait c'est une évidence, mais sur le moment j'y ai même pas pensé. Il y a des géologues qui sont spécialisés dans les glissements, enfin dans ce qui se passe sous la mer, d'autres terrains, d'autres dans les séismes, d'autres dans les glissements de terrain, etc. En fait ça paraît d'une évidence puisque nous en maths on est bien spécialisés, donc je vois pas pourquoi ils le sauraient pas. Et il y avait aussi des géographes. Donc là on avait fac des sciences, fac des lettres réunies. Et donc, notamment, un truc qui nous a pris énormément de temps, et encore, je pense qu'on peut encore améliorer ça, c'est créer la base de données des glissements de terrain sous-marins. Donc, le but, il y a un glissement de terrain sous-marin, ça déplace de l'eau, donc il y a une vague qui se déclenche, éventuellement une vague de type tsunami, qui arrive sur les côtes du Maroc, et ça inonde le Maroc. Enfin, les côtes du Maroc. Oui, parce que le Maroc, ce serait vraiment une très, ouais, très ça ferait beaucoup, l'inondation quand même. Mais si on utilise la théorie des valeurs extrêmes, peut-être que... Mais du coup, en fait, chacun a son bout. Donc déjà, avec les géologues, construire la base de données, en fait, leur but, c'était... On a fait une espèce de grille sous-marine, là, en se disant, il y a des endroits où il y a eu des glissements de terrain, il y a des endroits où il n'y en a pas eu. Donc il y a des cases où il ne s'est rien passé, des cases où il s'est passé quelque chose. Est-ce que j'arrive à prédire, en fonction des caractéristiques de la case, est-ce qu'il va se passer un glissement de terrain ou non ? Première difficulté, faire comprendre, dialoguer avec les géologues pour dire à quel point il faut que les données soient mesurables avant le glissement de terrain. Parce que si c'est mesurable après, je risque pas de prédire ce qui va se passer. Oui. Donc la notion de temporalité, là, ça serait difficile. On travaille à des échelles en millions d'années, là, pas en années. Enfin, en années, mais c'est des millions. Donc tout ça, c'est compliqué. Le fait, encore une fois, si j'ai pas observé, je mets rien et pas un 0. Et en fait, quand j'ai dit il y a des cases où il s'est passé quelque chose, des cases où il s'est rien passé, en fait, il y a des cases où il s'est passé quelque chose. Déjà, je sais pas si c'est un seul glissement de terrain ou plusieurs. Et quand il s'est rien passé, en fait, c'est pas il s'est rien passé, c'est en fait je ne sais pas. Parce que en fait, évidemment, ils plongent pas. Ils font alors c'est pareil, ils ont des missions, ils font des campagnes en mer, etc. Donc ça, c'est. En fait, j'ai un peu découvert ça. C'est-à-dire quand je le dis, je me dis évidemment, il faut bien. Mais en fait, j'ai juste jamais réfléchi. Ouais.
Donc tout ça c'est quand même déjà intéressant, mais et donc c'est pareil, je peux pas leur dire vous avez pas de données. En fait c'est hyper difficile pour eux de récupérer des données. Donc c'est pareil, les gens qui vont dire ouais vous avez appliqué un modèle mais en fait vous avez peu de données, oui mais en fait on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ça empêche pas de proposer une méthodologie, de dire voilà c'est pour ça que là par exemple les géologues ils me disaient donc on peut dire ça, on peut transposer les données à un autre endroit. Non, voilà ce qu'on a fait. Il faut quand même partir du principe que on a peu de données, donc on a une grande incertitude. Et ensuite, une fois qu'on sait que le glissement de terrain s'est produit, à quel point, donc c'est un volume qui se déplace, est-ce que je suis capable de prédire si ce volume-là peut être extrême ou non, donc dépasser par exemple un grand seuil. Donc ça, c'est la partie stat. Ensuite, derrière, les numériciens ont déjà fait des simulations pour pouvoir faire des scénarios de glissement de terrain. Ensuite, ils ont pu faire des scénarios de la vague qui va se propager, qui va arriver sur les côtes du Maroc. Et ensuite, les géographes arrivent en jeu parce que eux, ils ont fait l'étude du terrain des côtes. Et donc là, c'est vraiment. Donc j'ai par exemple co-signé un article qui est publié dans un journal de géographie. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Et ça, on a besoin de cette pluridisciplinarité-là, et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, voilà, je pense que c'est vraiment une richesse. Et c'est hyper intéressant. Si je pense au risque cyber, on va à la fois aller voir des informaticiens, des gens qui travaillent dans la cybersécurité, mais par exemple, il y a aussi la géo-intelligence qui va jouer dans ces trucs-là. De la géo-intelligence. Oui, ça joue en fait, parce que puis par exemple, c'est très le cyber est mais ça veut dire quoi, géo-intelligence? Non, mais par exemple, si on peut il y a je peux, par exemple, donc il y a la guerre qui va rentrer beaucoup en jeu sur le cyber. D'accord. Les bateaux sont beaucoup impliqués. Le risque cyber, ça va aller toucher les objets connectés. Donc, en fait, il y a plein de choses. D'ailleurs, ça fait un peu peur. Hein. C'est ce que, donc par exemple là, dans le travail à l'Institut des actuaires, c'est un peu ce que je dis. Hein. C'est que il va falloir qu'on aille chercher des méthodes ailleurs. Mais on a un peu l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que déjà je disais avant comment je sais que tel modèle est le bon, mais si là je suis en train de me dire je vais aller chercher d'autres disciplines, ça commence à devenir un peu compliqué, mais en même temps voilà, après on commence là où on peut, et puis ça grossit au fur et à mesure tranquillement, et c'est aussi en commençant à travailler qu'on débloque des choses. Mais par exemple si je prends l'intelligence artificielle, c'est utilisé partout. C'est un peu pareil, donc on est obligé d'aller et moi j'aime c'est-à-dire voilà, j'ai commencé à développer des connaissances basiques, hein, mais dans différents domaines. C'est vrai que par exemple sur le risque cyber, moi je clique jamais sur un lien, j'utilise quasiment le moins possible une clé USB dans des ordinateurs publics. J'ai des réflexes que j'aurais pas eu si j'avais pas travaillé avec des gens, parce qu'ils commencent à me faire peur un petit peu quand même. En épidémiologie, par exemple, en effet, je sais quand j'ai l'habitude d'aller regarder les données grippales qui sont publiques. Je sais que le virus de la grippe, il y a 3 souches, comment elles fonctionnent, etc. Je travaille. Tu veux dire que ça nourrit en fait tout simplement ta vie quotidienne également, c'est ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça qui c'est ça qui est ou par exemple sur tout ce qui est risque naturel avec le vent. Alors c'est vrai, ça peut être un peu anxiogène. C'est-à-dire moi maintenant, pendant les vacances, il y avait, j'étais dans un endroit vraiment en Espagne avec des champs un peu secs là, et au loin, je vois une colonne de fumée noire, et je me dis ça y est, on a un feu de forêt, et moi ça y est, je pars. Voilà, je me dis ça y est, ça va se propager, parce que tout le monde dit oh là là, mais moi c'est vraiment, je vois la propagation, c'est parti, je vois tout quoi. Oui. Bon, en fait, c'était un truc sur l'autoroute, donc c'était pas sur le feu de forêt. Donc oui, ça peut être anxiogène. Moi maintenant, voilà, je me dis il y a de la grêle, ça y est, ça va casser les carreaux. Je vois un peu toutes les conséquences, mais c'est vrai que voilà, ça c'est très intéressant, ce côté. On apprend plein de choses, et ça, en effet, ça fait une culture qui est vraiment très agréable et sympa à voir. Ça nourrit les discussions dans les dîners parfois. Ouais, j'imagine, ouais. Et après, moi, ce que j'ai aimé, donc comme je disais, par exemple, ils ont monté une mineure sciences et données, intelligence artificielle, pour les autres disciplines que les maths et l'informatique. Et déjà moi j'aime beaucoup, et je prône ça à 400%, parce que ça va être du clic-bouton, c'est-à-dire j'applique un modèle sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est quand même important, même dans d'autres disciplines, que les gens aient un peu des garde-fous, parce que en fait
concrètement, à des données, on peut faire dire ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment faire attention. Et il y a une partie, ça qui est très développée côté aussi actuariat, éthique et déontologique. Et autant en maths, encore une fois, on n'est pas les décideurs. Alors, on doit avoir une partie éthique en général acquise parce qu'on est chercheur et que on a cette notion de je vais pas faire n'importe quoi, mais parce qu'on est matheux. Et je dis pas que les matheux sont les seuls avec de l'éthique, mais ce que je veux dire, c'est que en général, quand on utilise des modèles mathématiques, on est mathématicien, on est intéressé par la théorie du modèle. Oui. Donc, on fait un peu plus attention. Peut-être trop parfois d'ailleurs, mais du coup quand c'est simplement que si on n'a pas la connaissance, je peux pas forcément avoir ce côté éthique et déontologique. C'est pas que je cherche à magouiller, c'est que si j'ai pas suffisamment la connaissance, bah je peux bien juste sûr, pas faire attention. Donc je trouve ça très important et c'est très très bien qu'ils aient développé cette partie-là. Donc déjà ça m'intéresse beaucoup de réfléchir comment faire, mais surtout c'est que du coup je me retrouve à une table avec des responsables de master et de formation des autres disciplines. Soit c'est des chercheurs avec qui j'ai déjà interagi dans des trucs de recherche, soit éventuellement ça me donne le contact. Et oui, absolument. Et donc je trouve ça encore une fois vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec les différentes disciplines. Et puis ouais, parfois ça permet aussi même d'un point de vue super pratico-pratique en enseignement comment ils gèrent certains trucs. Et je trouve ça vraiment moi c'est ça que j'aime en fait dans ce métier-là, c'est le côté échange. Et du coup, je trouve qu'avec la pluridisciplinarité, ça se développe vraiment beaucoup. Oui, c'est porté encore à... C'est presque... Ça prend plusieurs dimensions, le mot échange, du fait de la pluridisciplinarité. Ouais, c'est ça. Et voilà, et après, on peut lancer des thèses en collaboration avec les différentes disciplines, etc. Mais là, c'est pareil, il y a encore un peu un travail à faire d'éducation, c'est que du coup la thèse on met des maths dedans, hein, c'est une thèse en maths, il faut faire des maths, mais du coup il faut aussi se dire que le doctorant il apprend toute une autre discipline en fait. Donc ça voilà, et par exemple je travaille aussi en finance. Donc c'est ça qui est... Donc si on balaye un peu le spectre des domaines où tu as appliqué tes maths, donc là tu as dit géologie. Donc géologie, géographie, géographie c'est-à-dire il y a un article en géographie, mais j'ai surtout contribué à appliquer une méthode assez simple en fait, mais justement il y a eu tout ce dialogue de pédagogie, comment ça marche, et moi en plus j'ai beaucoup appris et ça va beaucoup me servir sur cette partie faire des scénarios justement quand on n'aura plus de données. Donc géologie, géographie, cyber, sécheresse, donc risque naturel, inondation, finance, épidémie. Wow. Grippe, Covid. Donc, évidemment, dans mon intro, quand je disais, ce que j'aime bien dans ton profil, c'est que tu as été en contact avec des vrais gens. J'imaginais pas qu'il y en avait autant de vrais gens dans autant de disciplines. Et à chaque fois, c'est des interactions avec des personnes. Ouais, effectivement, c'est le mot que je ressors de tout ça, c'est richesse, à tous les points. Ça doit vraiment être... c'est ça que j'aime bien dans le métier. Je pense que de toute façon, c'est un métier riche et que si on veut, on peut utiliser cette richesse, quoi, ou en tout cas s'engouffrer dedans, quoi. Ouais. Et puis, comme tu dis, elle nourrit les deux côtés, quoi. Ouais. Elle enrichit. Enfin, ce qui est beau, c'est que les deux côtés ont à gagner. C'est super. Écoute, merci beaucoup d'avoir développé ce point. Je comprends complètement. Moi, c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé plus vers les maths appliquées, parce que je trouve qu'il y a une vraie richesse à s'inspirer de ce que d'autres disciplines font ou à aller piocher des choses dedans. Donc merci beaucoup. C'était très intéressant ce que tu avais à apporter en complément, toi qui as en plus été vraiment en contact avec les gens du secteur.